Donc, pour conclure, quelques réflexions sur le rapport entre désir et démocratie, sur l'expression des désirs au sein de la démocratie. Alors, ce qu'on peut reprocher à l'une et à l'autre de ces philosophies politiques, Hobbes et Rousseau, c'est d'adopter peut-être une position trop unifiante vis-à-vis des désirs, hein, qu'il s'agit toujours, dans l'espace de la vie commune, hein, de réconcilier. Chacun de ces philosophes va penser l'entrée dans la vie politique comme la transformation d'une multitude informe de désirs désordonnés en un peuple unifié par une loi commune. Que ce soit un agrégat dont l'unité est moindre ou une association pour Rousseau. Et on pourrait se demander si c'est vraiment ce qu'on attend de l'État. On attend peut-être moins de l'État qu'il nous mette à l'abri de la pluralité potentiellement antagoniste de nos désirs, que plutôt au contraire, ils rendent possible l'expression toujours plus différenciée de nos sensibilités désirantes. Voilà. Et c'est, je crois, le souci de la démocratie, que de ne pas chercher à venir à bout de la diversité des intérêts humains, mais plutôt de chercher à l'organiser et à la promouvoir, cette diversité. Alors cette critique, elle a été faite tout particulièrement à Rousseau par des penseurs libéraux comme Benjamin Constant. Benjamin Constant, très sensible à l'épisode révolutionnaire de la Terreur, n'a pas accepté la philosophie rousseauiste avec l'enthousiasme de tous, parce qu'il a vu que cette volonté générale pouvait devenir un nouvel absolu. Il s'est rendu compte que cette intégration pleine et entière de l'individu dans le collectif, hein, cet individu capable de s'extraire de sa particularité pour se penser au niveau de la volonté générale, eh bien, pouvait tout à fait consacrer la suprématie du tout sur les partis, et donc l'asservissement des partis au tout, c'est-à-dire l'asservissement des individus à la vie sociale. Et pour Benjamin Constant, Rousseau est parti de prémices justes. C'est vrai que la société est d'abord une libre association d'individus indépendants. Mais le contrat social, en insistant sur cette dimension collective de la liberté à travers la volonté générale, court le risque d'engloutir précisément l'individu dans le tout. Et c'est ce que l'épisode de la terreur révolutionnaire a montré. En retournant précisément contre des individus particuliers, la somme de pouvoir illimité des individus pris en corps, voilà, considérés comme un tout. Voilà. Et le problème chez Rousseau, c'est qu'il n'y a de liberté quelque part que collective, un peu comme chez Aristote, que le moi n'existe que dans et par le tout. Et donc, cette conception-là nous fait courir le risque d'une violence totalitaire. Vous voyez, cette suprématie permanente du tout est dangereuse. Voilà. Et puis Benjamin Constant montre aussi très bien quelque chose d'intéressant, c'est que Rousseau est un peu anachronique. C'est notamment dans son petit texte, son petit essai de la liberté des modernes comparée à celle des anciens, Benjamin Constant montre que en fait, Rousseau a été aveugle à la montée en puissance d'un nouveau type de liberté, que les libéraux, justement, chercheront à protéger, la liberté individuelle. Rousseau a pensé toute sa philosophie politique à partir du modèle de liberté qui est celui des anciens, c'est-à-dire d'une liberté conçue comme autonomie dans le corps politique. Être libre, c'est quoi pour un philosophe grec? C'est pour notamment dans la configuration de la démocratie athénienne, c'est pouvoir participer activement à la vie de la cité. Donc vous voyez, c'est une liberté qui s'exprime de manière collective. Et c'est le propre d'une société holiste, où le tout domine sur la partie.
Sauf que, vous voyez, l'individu privé, lui, est sans cesse, dit Benjamin Constant, surveillé, traqué et finalement réprimé. Comme citoyen, il prend des décisions d'ampleur, la guerre, la paix, etc. Comme particulier, il est observé, réprimé, etc. Voilà. Et contrairement, vous voyez, à la liberté des modernes, qui est tout autre. C'est vrai que dans l'espace collectif, l'individu a peu de pouvoir, a peu finalement d'influence. Mais l'expression de sa liberté se joue essentiellement dans l'espace privé, dans ce que Tocqueville appellera la petite société. Ce que le moderne attend, c'est d'être indépendant et de pouvoir, dans la sphère privée, se livrer à toutes sortes d'occupations et d'entreprises. Voilà. Eh bien, Rousseau n'a pas vu en fait que la liberté qu'il propose, les hommes n'en veulent pas parce qu'elle ne correspond plus à la configuration historique, démographique et sociologique de nos sociétés. Des sociétés dans lesquelles l'État est beaucoup plus grand que la cité antique. Vous voyez, dans la cité antique, vous pouvez percevoir l'influence de vos décisions en tant que citoyen, mais pas dans un État à 67 millions d'habitants. Voilà, vous ne percevez pas votre influence, vous êtes une goutte d'eau dans la mer. C'est aussi historiquement eh bien, la société des commerçants qui a plus besoin de liberté d'entreprendre, de la paix et du bien-être pour faire prospérer ses affaires que de la nécessité de participer à la réflexion commune, qui suppose d'ailleurs du temps, de l'investissement qui n'était rendu possible que par une société où il y avait des esclaves qui libéraient finalement les maîtres pour pouvoir libérer du temps pour les maîtres qui pouvaient débattre des affaires publiques. Voilà. Donc nous ne sommes plus dans une telle configuration. Et donc cette liberté, si vous voulez, collective auquel Rousseau prétend nous éduquer, en fait, nous n'en voulons pas. Voilà. Et ce qu'on attend de l'État, c'est pas qu'il nous éduque, c'est pas seulement qu'il nous fasse vivre côte à côte avec des désirs égoïstes, comme chez Hobbes, mais c'est, comme je disais tout à l'heure, qu'il rende possible l'expression toujours plus différenciée de nos sensibilités désirantes et évidemment dans un contexte pacifique. Alors vous allez trouver, je crois, plusieurs philosophies qui vont défendre cette idée qui, je crois, est vraiment le cœur de l'inspiration démocratique, finalement, qui est moins la question de la liberté, de l'égalité. Bien sûr, ce sont les horizons de la démocratie, mais qui passe toujours par la question de la diversité. Alors vous allez trouver Spinoza. Spinoza va vous montrer, dans son traité théologico-politique, que si les hommes entrent en société, c'est bien pour pouvoir augmenter leur conatus, c'est-à-dire leur sensibilité au monde et leur prise sur le monde. Et Spinoza va défendre l'idée que l'État doit maintenir, doit préserver, doit aussi permettre la diversité de nos caractères, de nos complexions. Voilà. Et ne doit pas vouloir mettre toute la cité au pas. Alors, ceux qui étaient en première année avec moi, ça peut vous faire penser aussi à Machiavel, qui nous dit que, dans la République, il ne faut pas chercher finalement la réconciliation, mais peut-être faire cohabiter des humeurs contraires les unes avec les autres. Voilà. Et ce qu'on doit attendre de l'État, c'est qu'il puisse donner l'occasion à chacun d'exprimer la diversité de ses aspirations plutôt que de la réduire. Voilà. Afin d'augmenter sa puissance d'agir. D'ailleurs, plus les individus auront des expressions possibles variées de leurs conditions désirantes, plus les rapports sociaux seront enrichissants. Voilà. Et la finalité de l'État, c'est vraiment la préservation de cette multitude qui est la condition pour
l'accroissement du conatus de chacun. Voilà. Et bien sûr, l'État légitime est fondé sur le déploiement de la droite raison. C'est par elle, c'est en elle qu'il justifie les ordres qu'il nous donne. Voilà. Et ce qui fait que, un peu comme chez Rousseau, la puissance des institutions, c'est toujours ma puissance, c'est toujours à moi que j'obéis, parce que cette obéissance n'est pas une contrainte, puisqu'elle est au service de l'accroissement de ma puissance d'agir, alors qu'une désobéissance finalement à la loi diminuerait ma puissance d'agir. Évidemment, à condition que la loi ait été pensée dans les termes de la droite raison. Voilà. Donc vous allez trouver chez Spinoza ce souci-là. Mais vous allez aussi le trouver dans une référence plus contemporaine, et ceux qui étaient avec moi en première année ont été habitués à cette référence-là que j'aime bien. Vous allez la trouver chez un philosophe du XXe siècle qui a beaucoup pensé la question de la démocratie, qui s'appelle Claude Lefort. Dans un texte donc intitulé « L'invention démocratique ». L'idée de Lefort, qui est un très grand lecteur de Tocqueville, c'est que ce qui caractérise la démocratie, c'est certes l'égalité, c'est certes la liberté qui en sont les horizons régulateurs, mais c'est certes tout cela bien sûr, mais c'est plus particulièrement la séparation et la division qui sont en fait les instruments de l'égalité et de la liberté. La démocratie se caractérise toujours par cette situation précaire, par cet équilibre qui fait qu'elle est toujours à mi-chemin entre la violence qui divise et qui détruit le corps social et la fusion qui confond. Voilà, vous voyez, elle se situe à ce point d'équilibre souvent instable. Et comment fait-elle pour rester en équilibre entre la violence qui divise et la fusion qui confond? Je relèverai 3 points qui pourraient nous éclairer. Raymond Aron, grand penseur aussi de la démocratie, disait la chose suivante. La démocratie me paraît pouvoir être définie sociologiquement comme l'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. L'organisation de la concurrence pacifique en vue de l'exercice du pouvoir. Fin de citation. La démocratie assume parfaitement l'idée qu'il y a des désirs potentiellement convergents et contradictoires, qu'il y a des rivalités pour acquérir des biens, pour occuper des fonctions. Et elle ne cherche pas à y mettre fin. Contrairement peut-être à ce que proposaient Hobbes et Rousseau. Ce qu'elle propose, c'est d'organiser ce choc des désirs en un jeu réglé et régulé. C'est d'introduire des règles au sein de cette rivalité et de cette concurrence. Parce qu'effectivement, au sein de cette rivalité et de cette concurrence, il y a tout de même un consensus. Et ce consensus va porter sur l'acceptation totalement formelle de ces règles. Par exemple, lors d'une élection, il est clair que vont s'exprimer des désirs différents et contradictoires. Et qu'aucun représentant ne pourra prétendre réconcilier ces désirs, ces conceptions de la vie sociale. Aucun représentant ne pourra faire l'unanimité. Et pourtant, il y aura accord sur la procédure. Voilà. Et c'est ce qu'on attend de la démocratie. Pas qu'elle mette fin à la rivalité et à la concurrence, mais qu'elle organise cette concurrence grâce à des règles communément acceptées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui rejoint un peu ce point-là, consiste à dire que, et ça je rejoins l'idée de Claude Lefort, la démocratie ne supprime pas les conflits générés par nos désirs, mais elle les institutionnalise. Elle leur donne les moyens de s'objectiver. Elle nous donne les moyens
d'exprimer nos différends en les portant sur le plan du langage. Parce qu'effectivement, le lieu du pouvoir en démocratie, c'est la parole. Et les conflits sont transposés dans l'espace public de la discussion où ils font l'objet d'un débat rationnel. Et c'est peut-être là le présupposé, voyez, de la vie politique. La vie politique suppose moins qu'on s'extrait de nos désirs égoïstes pour viser une volonté générale un peu idéale, mais elle exige que nous puissions exprimer nos désirs, c'est-à-dire que nous puissions les faire passer sur le plan du langage, que nous puissions les faire sortir de leur aveuglement et de leur entêtement pulsionnel pour en faire une parole, pour en faire une matière susceptible d'être partagée et débattue. Et vous voyez, on rejoint ce que nous disait Paul Ricoeur. C'est-à-dire que le désir est hybride, voyez, il est entre la force et le signe. Eh bien, la vie politique suppose qu'on puisse faire de ces forces des signes dont on peut discuter, dont on peut débattre et avec lesquels on peut négocier. Voilà. Enfin, troisième remarque sur désir et démocratie. Je crois que la démocratie, et ça c'est une idée très puissante chez Claude Lefort, renonce à ce qu'il existe dans la société une unité réelle. La démocratie accepte que l'unité soit toujours symbolique. Par exemple, une élection est une opération, quand on y songe, très risquée. Pourquoi ? Parce que dans une même journée, le processus électoral va atomiser et décomposer la société. Chacun s'isole dans l'isoloir et s'exprime en tant qu'individu. Et c'est ce même jour, à 20h, que la société prétend rassembler derrière un seul homme ou un seul parti, eh bien, tous les individus. Et c'est impossible, puisque ces représentants ne feront jamais l'unanimité. Donc, ce faisant, dans le processus électoral, la démocratie avoue et assume le caractère toujours imparfait de la représentation et de l'unité ainsi produite. Et c'est une manière de dire que il restera toujours des désirs insatisfaits, des intérêts contrariés, qui seront mal représentés, mais qui trouveront dans l'opposition des canaux pour s'exprimer. Voilà. Et donc le régime démocratique fait le deuil de la réconciliation, de la fusion harmonieuse des intérêts des individus. Ce qu'elle propose, c'est moins esthétique, effectivement, c'est moins satisfaisant, peut-être, mais c'est plus sécurisant à long terme. Ce qu'elle propose, ce sont des compromis toujours précaires et incertains entre nos désirs, toujours soumis à la discussion et à la critique. Hein, le propre d'une démocratie, c'est aussi d'être historique, de comprendre en elle un progrès possible. Ça, c'est un point qui revient souvent chez les penseurs de la démocratie, comme Karl Popper ou Claude Lefort. C'est que c'est peut-être pas le plus parfait des régimes, mais c'est le moins imparfait des régimes. Parce que c'est le régime qui a intégré à son fonctionnement le risque permanent de l'imperfection. C'est le régime qui avoue son imperfection, qui ne dissimule pas ses faiblesses, et donc là, en l'occurrence, sur la question de l'unité, qui avoue que cette unité n'est que symbolique, qu'elle pose toujours problème. Et donc, le déficit de la représentation, par exemple, c'est pas une vraie objection qu'on peut faire à la démocratie. Je pense à la polémique des Gilets jaunes. C'est inhérent à son fonctionnement. Il n'y a pas de bons représentants en démocratie. Et c'est pour ça que tous les 5 ans, la question du représentant est remise sur le métier, et que jamais il ne coïncide vraiment avec les représentés. Il ne peut jamais dire, comme Staline, l'État, comme Louis XIV, l'État c'est moi, ou comme Staline, la société c'est moi. Non, la société c'est pas toi. Voilà. Et il y a toujours comme ça un décalage, une critique permanente
du représentant. Voilà. Et cette démocratie, elle n'est pas parfaite, contrairement à ce que prétendent être les autres régimes, mais elle est perfectible, parce qu'elle n'est pas constituée une fois pour toutes. Elle a une histoire, c'est ce que je vous disais. Et cela suppose qu'elle se déploie, voyez, dans le temps, à travers de crises successives et de remises en question qu'elle assume parfaitement. Voilà. Mais je crois que le point, voyez, si vous deviez retenir deux choses sur la question de désir et démocratie, c'est que la démocratie, voyez, renonce à l'idée de vouloir nécessairement mettre fin à la diversité problématique et à la pluralité problématique des désirs humains. Au contraire, elle ouvre un espace pour permettre à cette pluralité de s'exprimer, c'est-à-dire de s'accroître, comme chez Spinoza, mais aussi de se dire sur le plan du langage. Voilà. Et un plan sur lequel, finalement, les hommes pourront partager leurs désirs, échanger sur leurs désirs. Vous voyez, y a-t-il des désirs partagés? Je pense à ce sujet, hein, si vous l'aviez. Oui, il y a des désirs partagés au sens des anciens, parce qu'il y a un objet finalement commun que chaque homme vise. Mais le partage, il ne se fait pas forcément autour d'un objet. Il se fait peut-être aussi autour d'un instrument qui est la parole. On peut partager des désirs au sens où on peut négocier à partir de nos désirs.